Vous pensez savoir qui détient le pouvoir dans une pièce? L'homme qui a une arme, l'homme qui a de l'argent, l'homme qui fait disparaître les gens d'un simple coup de fil. Roman Kurara était cet homme. Un maître 80 de menaces sur mesure qui régnait sur son domaine comme un seigneur féodal. Sa parole était loi, sa colère était mortelle, et la femme de chambre silencieuse qui lui resservait son whisky, elle n'était rien. Une ombre, une servante si insignifiante à ses yeux qu'il oubliait son nom au milieu d'une phrase. Il humiliait Ruby Rain parce qu'il le pouvait, parce que dans son monde, il y avait des loups et des moutons et qu'elle était clairement l'un des deux. Il avait tort. Le cartel de fer passa à l'action à 20h47. Une frappe décapitante destinée à effacer Roman Kurara de la surface de la Terre. Des explosifs à la porte, des snipers dans les arbres, des équipes d'assaut se déplaçant dans ses jardins comme une épidémie. Sa forteresse est devenue un piège mortel en 90 secondes. Roman s'est jeté au sol alors que les fenêtres explosaient vers l'intérieur. La tête de son garde du corps a été projetée en arrière, éclaboussant le papier peint antique de rouge. Le grand parrain de la mafia, réduit à un animal paniqué rampant derrière les meubles, a réalisé qu'il était sur le point de mourir dans sa propre maison. C'est alors que la femme de chambre l'attrapa. Sa poigne était de fer. Ses mouvements étaient ceux d'une combattante entraînée. Elle traîna son corps de 90 kg à l'abri comme s'il ne pesait rien. Puis elle procéda à une intervention chirurgicale d'urgence sur son garde mourant avec les mains qui avaient frotté les toilettes le matin même. Le Black Hawk apparut comme un ange vengeur, mais pas pour lui. Lorsque les soldats d'élite firent interruption dans sa maison, ils passèrent devant Roman comme s'il n'existait pas. Ils formèrent un périmètre autour de la femme ensanglantée, agenouillée sur le sol de sa cuisine. Et lorsqu'elle se leva, lorsqu'elle donna des ordres d'une voix qui fit dresser au garde-à-vous des tueurs entraînés, Roman Kurara comprit enfin. La personne la plus dangereuse de sa maison était celle qui la nettoyait. Voici l'histoire du commandant Ruby Rain, du spectre, de l'arme cachée à la vue de tous, et du parrain de la mafia qui a compris trop tard que les domestiques boivent tout. La journée de Ruby Rain commença comme d'habitude, à genoux. Le couloir de l'aile s'étendait devant elle comme une promesse d'éternité. 60 mètres de marbre Kurara importé qui exigeait la perfection. Elle avait appris dès la première semaine que Roman ne tolérait pas les traces. Il l'avait obligé à nettoyer à nouveau tout le couloir parce qu'il avait repéré une seule trace d'eau alors qu'il l'avait observée pendant 3 heures pendant qu'elle travaillait. Commentant le fait que même les tâches simples semblaient hors de portée de personnes comme elle. Des personnes comme elle. Ah, il le disait souvent avec cette moue particulière. La brosse à récurer tournait en cercle régulier, le bruit des poils contre la pierre créant un rythme qui était devenu une méditation, invisible. C'est ce qu'elle devait être. La femme de chambre qui arrivait avant que la famille ne se réveille, qui disparaissait dans les embrasures de portes lorsque des pas approchaient, qui n'existait que comme preuve du travail accompli, les fleurs parfaitement disposées, les vitres impeccables, l'absence de poussière. Elle entendit Roman avant de le voir, ses chaussures en cuir italien claquant sur le marbre qu'elle avait fini de nettoyer 1 heure auparavant. Ruby se déplaça sur le côté sans lever les yeux, se faisant plus petite, lui laissant de la place pour passer sans remarquer son existence. Il s'arrêta. « Vous avez oublié un endroit. » Sa voix trahissait la cruauté nonchalante d'un homme qui n'avait jamais été contredit. Là, près de la fenêtre, Ruby jeta un coup d'œil à l'endroit qu'il désignait. Le marbre brillait de 1000 feux. Ils le savaient tous les deux. « Oui, monsieur, je vais m'en occuper immédiatement. »« Vous allez le faire? J'ai des invités importants ce soir. Je ne peux pas leur laisser penser que j'emploie des incompétents. » Il fit une pause et elle sentit son regard posé sur sa tête baissée. « Mais bon, je suppose que les mendiantes ne peuvent pas se permettre d'être difficiles. Les femmes comme vous devraient être reconnaissantes d'avoir un travail, quel qu'il soit. »« Oui, monsieur. Merci, monsieur. » Ces mots avaient un goût de cendre, mais ils la rendaient invisible. C'était tout ce qui comptait. Roman s'éloigna, l'ayant déjà oublié, et Ruby retourna frotter le marbre qui n'avait pas besoin d'être frotté. Le soir venu, le manoir s'était transformé en une scène de pouvoir. La salle à manger scintillait de cristal et de bougies. La table était dressée pour 12 personnes avec de la porcelaine qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Ruby se déplaçait parmi les préparatifs comme un fantôme,
arrangeant les couverts avec une précision mathématique, s'assurant que chaque verre à vin captait la lumière sous l'angle parfait. Les invités arrivèrent dans un défilé de costumes coûteux et de sourires dangereux. Elle reconnut certains d'entre eux grâce au briefing qu'elle avait mémorisé dans une autre vie. Un magnat du transport maritime lié à des marchands d'armes d'Europe de l'Est. Un conseiller municipal qui avait fait disparaître 3 enquêtes pour corruption. Un propriétaire de casino dont les établissements blanchissaient de l'argent de 6 organisations différentes. Ils lui tendirent leur manteau sans la regarder, leur conversation circulant autour d'elle comme si elle était un meuble. « Du vin !» ordonna Roman alors qu'ils s'installaient à leur place, et Ruby s'empressa d'obéir. Elle versa de gauche à droite, les yeux baissés, ses mouvements efficaces et discrets. Les conversations lui parvenaient par bribes. La cargaison d'Odessa arrive jeudi. Le juge a été convaincu de reconsidérer sa décision. Nos amis à Bogota demandent une assurance supplémentaire. Les mains de Ruby restaient fermes tandis qu'elle remplissait chaque verre. Elle avait appris à transmettre des informations lors de ses dîners en extrayant des renseignements des vantardises et des plaintes. Mais ce soir-là, l'ambiance était différente. Il y avait une tension dans la pièce, un courant sous-jacent de nervosité sous l'arrogance habituelle. Plus de pain. L'un des invités lui lança sèchement, sans même dire « s'il vous plaît » ou « merci ». Ruby alla immédiatement lui en chercher et posa le panier à côté de lui avec une obéissance bien rodée. « Je continue de dire que ces morveux dépassent les bornes », dit le conseiller municipal en coupant son steak. « Ils font passer des produits dans des territoires qui ne leur appartiennent pas. Qu'ils essayent. » La voix de Roman était empreinte d'une confiance absolue. « Ce domaine est une forteresse. J'ai 20 hommes armés sur place. Les Russes sonnent qu'il vaut mieux ne pas me défier directement. » Ruby remplit les verres d'eau, invisibles et ignorés, tandis que Roman décrivait en détail ses mesures de sécurité. Il faisait toujours cela, traitant les domestiques comme s'ils étaient sourds ou trop stupides pour comprendre. Depuis 18 mois, elle le regardait discuter de meurtres, de pauses de vin et d'opérations de trafic pendant qu'elle débarrassait les assiettes et servait le vin. « Tu t'inquiètes trop, Antonio. » Roman continua, gesticulant avec sa fourchette. « Les seules personnes qui devraient me craindre sont celles qui sont assez stupides pour me manquer de respect. » Il jeta un coup d'œil à Ruby alors qu'elle tendait la main vers son verre vide. Ah, comme des servantes paresseuses qui ne savent même pas nettoyer correctement le sol. La table éclata de rire, un chœur de rire servile. Le visage de Ruby resta neutre, sa main ferme tandis qu'elle remplaçait son vin. « Oui, monsieur, » murmura-t-elle, avant de redevenir invisible. Elle débarrassa le premier plat, apporta le second, remplit les verres et se retira dans la cuisine lorsqu'on lui dit de partir. À travers la porte battante, elle pouvait encore les entendre. Des hommes puissants élaborant des plans, se partageant des territoires, discutant de mort et d'argent avec la même indifférence. Aucun d'entre eux ne savait que la femme qui leur servait le dîner avait dirigé des opérations dans 7 pays, qu'elle avait coordonné des frappes qui avaient renversé des régimes, que chaque mot qu'il prononçait était mémorisé, catalogué, préparé pour les services de renseignement qui finiraient par démanteler tout ce qu'ils avaient construit. Ils voyaient une servante, timide, soumise, inoubliable. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient traqués. Ruby faisait de la vaisselle dans la cuisine, ses mains plongées dans l'eau chaude, tandis que son esprit cartographiait les voies de sortie, comptait les gardes de romance et calculait les temps de réponse. Les renseignements étaient bons ce soir-là. Confirmation de la cargaison d'Odessa, nom des fonctionnaires compromis, détails sur les conflits territoriaux. Mais quelque chose d'autre la tracassait. La nervosité dans la pièce, la façon dont le chef de la sécurité de Roman vérifiait sans cesse son téléphone, le courant sous-jacent de peur masqué par la bravade. Dehors, un grondement de tonnerre lointain retentissait à travers le domaine. Ou peut-être n'était-ce pas du tout du tonnerre. L'alarme se déclencha par une faible pulsation, presque musicale, un son conçu non pas pour paniquer les invités, mais pour alerter l'équipe de sécurité. La main de Roman se figea à mi-chemin vers son verre de vin, ses yeux se tournant vers le couloir où son chef de la sécurité avait disparu quelques minutes plus tôt. Probablement juste un dysfonctionnement, dit-il, mais sa voix avait perdu son arrogance désinvolte. Chers déclencheurs, déclenchez-les constamment. Ruby se dirigeait déjà vers la cuisine. Son instinct lui criait des avertissements que son rôle ne pouvait reconnaître. Elle avait compté les secondes depuis le dernier contrôle du périmètre.
43 secondes de retard. Dans une opération professionnelle, cela signifiait que les gardes extérieurs avaient déjà été neutralisés. Les conversations dans la salle à manger s'étaient interrompues dans un silence gênant lorsque la deuxième alarme s'était jointe à la première. Celle-ci était plus aiguë, plus urgente. Le magnat du transport maritime s'était écarté de la table, la main glissant vers sa veste. Le visage du conseiller municipal était devenu pâle. Roman avait commencé l'un d'eux. La fenêtre avait explosé, le verre éclatant vers l'intérieur en une vague cristalline, propulsée par une balle de 7,62 mm tirée depuis quelque part dans l'obscurité au-delà du domaine. La balle avait touché le garde du corps de Roman, celui qui se tenait près de la porte, en plein milieu de la poitrine. Son gilet pare-balles aurait pu arrêter une arme de poing, mais il s'agissait d'une balle de fusil voyageant à 850 mètres par seconde. Elle avait transpercé le Kevlar et les os et était ressortie dans une gerbe de sang qui avait peint la tapisserie de la Renaissance derrière lui. Il était mort avant même de toucher le marbre. Le deuxième coup de feu retentit une fraction de seconde plus tard, détruisant le lustre antique. 136 kilolits de verre de Murano et de bronze doré s'écrasèrent sur la table, projetant des éclats de cristal et éteignant les bougies. L'obscurité envahit la pièce. Elle n'était rompue que par le scintillement des petites flammes des bougies qui avaient roulé sur le tapis persane. Roman resta figé, son cerveau luttant pour assimiler le passage du pouvoir absolu au danger mortel. Autour de lui, ses invités se dispersèrent comme des cafards lorsque la lumière s'allume. Certains plongèrent sous la table, d'autres se précipitèrent vers les portes. Quelqu'un criait. Le verre craquait sous les chaussures de luxe. Ruby bougea. Elle parcourut les 4,5 mètres qui séparaient de la porte de la cuisine de la chaise de Roman. En moins de 2 secondes, son corps baissé, sa trajectoire calculée pour utiliser les meubles renversés comme couverture. Une femme de chambre ne devrait pas bouger ainsi. Une servante ne devrait pas avoir la perception spatiale nécessaire pour repérer les points de couverture d'une pièce, ni la capacité physique pour passer de l'immobilité à une vitesse de combat maximale. Mais Ruby Rain n'avait pas été femme de chambre très longtemps avant de le devenir. Elle frappa Roman à hauteur de la taille, son épaule s'enfonçant dans ses côtes avec suffisamment de force pour le faire basculer sur le côté et le faire tomber de sa chaise. Ils tombèrent ensemble, Ruby contrôlant leur chute, se tordant pour atterrir en dessous, afin que les 90 kg de Roman ne l'écrasent pas contre le sol. Le troisième coup frappa la chaise où il était assis. La balle traversa l'acajou et le cuir avant de se loger dans le mur. Resté à terre, la voix de Ruby trancha le chaos avec un ton autoritaire. Elle le regretta immédiatement. Elle l'adoucit, y ajoutant de la peur pour masquer son évaluation tactique. « S'il vous plaît, monsieur, ne bougez pas. » Roman haletait sous elle, son esprit essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La douce servante qui lui avait servi son vin venait d'agir avec les réflexes d'un opérateur entraîné et venait de lui sauver la vie avec un plaquage qui suggérait une expérience du combat. Quoi? Comment avez-vous fait? Les 4e et 5e coupes de feu retentirent presque simultanément, traversant la pièce selon un schéma conçu pour empêcher tout mouvement. Un travail professionnel, d'une précision militaire. L'esprit de Ruby catalogua l'angle, le timing entre les coupes de feu, la destruction délibérée de l'éclairage de la pièce. Ce n'était pas un règlement de compte entre gangs. Il s'agissait d'une attaque tactique menée par des personnes qui avaient déjà fait cela auparavant. À l'extérieur, des tirs d'armes automatiques éclatèrent. Le cliquetis caractéristique des fusils de type AK fut suivi par les tirs plus lourds des gardes de Roman qui ripostaient. Ruby pouvait compter les armes de défense grâce à leur signature sonore. 3, peut-être 4. Roman avait déclaré avoir 20 gardes sur la propriété. Les autres étaient déjà morts. « Nous devons partir, » dit Ruby, conservant sa voix tremblante de servante même si ses yeux scrutaient la pièce à la recherche d'une sortie. « La cuisine. Nous pouvons rejoindre la pièce sécurisée par la cuisine. Qui êtes-vous? » La main de Roman avait trouvé son poignet dans l'obscurité, le serrant si fort qu'elle en avait mal. Ce n'était pas la poigne d'un homme en état de choc, mais celle d'un prédateur dont l'instinct prenait le dessus. Vous avez bougé avant le coup de feu. Comment le saviez-vous? Une autre explosion. Celle-ci était plus proche. À en juger par le bruit, il s'agissait de charges explosives contre le portail d'entrée. Les assaillants arrivaient en force et rapidement,
submergeant les défenses de Roman par leur violence et leur tactique supérieure. Ruby croisa son regard dans la lumière vacillante du feu, sachant que sa couverture était déjà en train de se fissurer, calculant quelle part de vérité le maintiendrait coopératif. Je suis sorti avec un soldat. Il m'a appris des choses. S'il vous plaît, Monsieur Carrara, nous devons partir maintenant. C'était un mensonge mince, à peine crédible, mais l'instinct de survie de Roman l'emporta sur sa méfiance. Il lâcha son poignet et commença à se lever. « Restez baissé », ordonna Ruby, puis elle se reprit. « S'il vous plaît, monsieur, les tireurs pourraient encore voir du mouvement. » Ils rampèrent vers la cuisine à travers les débris de verre et le vin renversé, traversant une salle à manger qui était passée d'une démonstration de richesse à une zone de combat. Derrière eux, l'un des invités de Roman sanglotait, coincé sous une partie du lustre tombé. Un autre gisait immobile près de la porte, mais Ruby ne savait pas s'il avait été touché ou s'il se cachait simplement. Les coupes de feu à l'extérieur s'intensifiaient et se rapprochaient. Ruby pouvait désormais entendre des cris en russe, des ordres d'assaut coordonnés qui confirmaient ses pires craintes. Le cartel de fer n'était pas seulement venu pour envoyer un message. Il était venu pour effacer Roman Carrara de la surface de la Terre, et Ruby se retrouvait prise au milieu d'une zone de guerre, son équipe de sauvetage étant encore à 3 minutes de là. La cuisine était censée être sûre. Roman l'avait conçue ainsi. Des murs renforcés, une seule entrée pouvant être défendue, des volets en acier pouvant fermer hermétiquement les fenêtres. Mais la sécurité n'était qu'une illusion quand la moitié de votre équipe de sécurité se vidait de son sang dans les jardins et que l'autre moitié battait en retraite vers la maison principale dans une panique désorganisée. Ruby pouvait tout entendre à travers la porte extérieure de la cuisine. Les cris, les coupes de feu, les sons humides et charnus des balles qui trouvaient leur cible. Roman se pressait contre le mur à côté du réfrigérateur industriel, son costume sur mesure déchiré et poussiéreux, le visage rouge d'une combinaison de rage et de peur qui ne l'avait probablement pas touché depuis 20 ans. « Oh, où est-ce Marco? Où sont mes gardes? » Ruby se dirigea vers la fenêtre, restant baissée, inclinant de la tête pour voir le terrain sans s'exposer. Ce qu'elle vit confirma ce que ses oreilles lui avaient déjà dit. 3 des gardes de Roman battaient en retraite vers la maison, mais ils étaient surpassés en nombre et en puissance de feu. Les assaillants se déplaçaient en équipe de tir, se couvrant mutuellement, avançant avec une précision militaire. Ce n'étaient pas des soldats de la mafia, ni des mercenaires, mais peut-être des ex-spécialistes, et ils étaient à 30 secondes de la porte de la cuisine. « Ils arrivent », dit Ruby à voix basse. Sa main se posa sur la déchirure de son uniforme, là où le tissu s'était déchiré lors du plaquage, et elle tira dessus, élargissant la déchirure sur le côté pour permettre à ses jambes de bouger librement. Le calcul pratique de quelqu'un qui savait qu'il pourrait devoir se battre ou courir. « Qu'est-ce que tu fais? » Roman la regarda comme si elle avait perdu la tête. Ruby l'ignora, scrutant la cuisine à la recherche de quelque chose d'utile. Son extraction était toujours prévue dans 2 minutes. Elle avait senti la vibration caractéristique de l'alerte codée sur le tracker d'activité caché sous sa manche. 2 minutes pouvaient aussi bien être 2 heures lorsque des tueurs professionnels franchissaient votre périmètre. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement et Marco trébucha à l'intérieur. Le chef de la sécurité de Roman, le bras gauche inutilisable et le sang imprégnant sa chemise. Derrière lui, l'un des jeunes gardes, Tommy, qui avait toujours été poli avec Ruby, qui lui avait parlé de la Quincia de sa fille, à moitié tombé, à moitié rampant, franchit le seuil. Tommy n'allait pas voir une autre Quincia. La balle l'avait touché à l'abdomen et la quantité de sang qui se répandait sur le carrelage indiquait que la blessure était catastrophique. « Verrouillez tout !» cria Marco en claquant la porte et en tirant le verrou, comme si une serrure pouvait arrêter ce qui allait arriver. « Patron, nous devons vous emmener dans la pièce sécurisée. Nous avons besoin de... » Il vit Ruby et s'arrêta. Son œil professionnel remarqua l'uniforme déchiré et la façon dont elle se tenait, équilibrée, prête, complètement différente de la timide femme de chambre qu'il voyait tous les jours depuis 18 mois. La fenêtre explosa vers l'intérieur. Des éclats de verre se répandirent dans la cuisine lorsqu'une grenade à fragmentation rebondit sur l'îlot central et roula vers le garde-manger. Le corps de Ruby réagit avant même que son esprit n'ait fini de traiter l'information. Elle attrapa la grenade en plein vol,
ses mains la trouvant comme si elle avait fait cela 1000 fois, et la renvoya à travers la fenêtre brisée d'un mouvement fluide. L'explosion à l'extérieur illumina la cuisine d'une brève lueur orange infernale. « Bon sang !» murmura Marco. Ruby se dirigeait déjà vers Tommy, s'agenouillant à ses côtés. « J'ai besoin de serviettes, des propres, et de la trousse de premier secours qui se trouve sous l'évier. Nous n'avons pas le temps pour Marco commença. Allez les chercher maintenant. » L'ordre sortit avec toute la force de sa voix réelle, celle qui avait ordonné à des hommes de se battre. Et le corps de Marco réagit à cette autorité avant que son cerveau ne comprenne. Il bougea, mais Ruby avait déjà détourné son attention, les yeux rivés sur le Glock 19 dans l'étui tactique de Tommy. Il n'en avait plus besoin. Sa respiration était superficielle et rapide. Ses yeux commençaient à se voiler. Elle attrapa l'arme de la main droite tandis que sa main gauche appuyait sur son abdomen, exerçant une pression qui, elle le savait, ne le sauverait pas, mais pourrait lui faire gagner quelques minutes. « Je suis désolé », murmura-t-elle à Tommy, et elle le pensait vraiment. Puis elle sortit le Glock. Elle saisit l'arme à deux mains, par pur réflexe, les pouces alignés le long du cadre, la visée parfaite malgré le chaos. Elle vérifia qu'une balle était bien dans la chambre, puis retira le chargeur pour vérifier le nombre de balles. 15 balles Federal HST. Elle remit le chargeur en place et arma le chien d'un geste si habile qu'il en était magnifique. Le silence dans la cuisine était absolu. Roman la regardait comme si elle avait une deuxième tête. Marco s'était figé à mi-chemin vers l'évier, oubliant la trousse de premier secours. Même Tommy, mourant sur le sol, avait concentré son attention déclinante sur la femme de chambre qui se déplaçait comme une opératrice. « Qui êtes-vous » La voix de Roman était maintenant calme, dangereuse. La peur s'était dissipée, ne laissant que l'intelligence prédatrice qui avait bâti son empire. Ruby ne répondit pas. Elle comptait. La grenade qu'elle avait lancée leur avait fait gagner peut-être 20 secondes. Les assaillants allaient se regrouper, réévaluer la situation, revenir en force. Ils utiliseraient l'entrée latérale, probablement en la faisant sauter avec des charges creuses, car les fenêtres s'étaient révélées vulnérables. Son équipe d'extraction était à 90 secondes. Elle devait garder Roman en vie pendant 90 secondes. La porte latérale se déforma vers l'intérieur dans un grincement métallique lorsque la charge explosive détonna. Deux hommes en tenue tactique firent éruption, leurs fusils pointés vers le haut, leurs viseurs laser traçant des lignes rouges à travers la fumée et la poussière. Ruby tira 2 fois sur le premier, lui envoya une rafale, puis une fois de plus alors qu'il tombait. Le deuxième homme brandissait son fusil dans sa direction lorsqu'elle lui tira 2 balles dans le triangle de son visage, visible entre son casque et son gilet. Les 2 hommes s'effondrèrent comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils. La glissière du Glock s'est bloquée, vide. Ruby a effectué un rechargement tactique sans réfléchir, éjectant le chargeur vide et en insérant un neuf provenant de la ceinture du garde-mort en moins de 2 secondes. Elle n'a pas rangé son arme. Elle est restée là, dans son uniforme de femme de chambre déchiré et son tablier éclaboussé de sang, un Glock 19 tenu dans une prise de compétition, 2 corps refroidissants à ses pieds. Roman Kurara, l'homme qui contrôlait la moitié des entreprises criminelles de l'État, qui avait bâti un empire sur la violence et la peur, qui l'avait humilié pendant 18 mois, comprit enfin. La personne la plus dangereuse de sa maison avait été celle qui la nettoyait depuis le début. Dehors, le bruit des rotors d'un hélicoptère commença à déchirer la nuit. Si vous êtes toujours à l'écoute et que vous n'êtes pas encore abonné, ou que vous passez à côté de beaucoup de channels, cliquez dès maintenant sur le bouton « S'abonner » et aimez cette vidéo. Merci de le faire, mon ami. Le bruit de l'hélicoptère se rapprochait, mais ce n'était pas la cavalerie que Ruby espérait. La signature du rotor n'était pas la bonne. Un hélicoptère civil, probablement celui qui venait chercher les assaillants. Son équipe arriverait dans des Black Hawk militaires, et ils étaient encore à 60 secondes, d'après le pouls contre son poignet. 60 secondes, c'était une éternité quand on était coincé dans une cuisine avec des cadavres qui s'empilaient. « Marco, éloigne-toi de cette fenêtre. » L'ordre de Ruby est arrivé une demi-seconde avant que les tirs de suppression ne commencent. Les balles transperçaient les volets en acier selon un rythme régulier destiné à maintenir les têtes baissées. Marco se jeta à plat ventre et Ruby vit que la tache de sang sur son côté gauche s'était considérablement étendue.
La blessure au bras qu'elle avait initialement répertoriée n'était pas sa seule blessure. « Patronne !» haleta Marco, sa main valide pressée contre ses côtes. « Patronne, je dois vous faire sortir d'ici. Vous n'emmènerez personne nulle part. » Ruby s'approcha de lui en rampant, le Glock toujours dans sa main droite, les yeux rivés sur les multiples points d'entrée que les assaillants pourraient exploiter. « Roman, je veux que vous couvriez cette porte. Si quelqu'un d'autre que moi passe cette porte, vous tirez. » Elle retira le Glock 17 de l'étui à la hanche de Marco et le mit dans les mains de Roman. Il le prit automatiquement, son esprit essayant encore d'assimiler le changement radical de sa réalité. La femme de ménage lui donnait des ordres. La femme de ménage venait de tuer 2 hommes avec la précision d'un professionnel. La femme de ménage se déplaçait dans sa cuisine comme si elle en était la propriétaire. « Je ne reçois pas d'ordre de toi maintenant. » Ruby l'interrompit, déjà concentré sur Marco. « À moins que tu ne veuilles mourir dans ta propre cuisine parce que tu es trop arrogant pour écouter. À toi de choisir. » Roman remua les lèvres sans émettre le moindre son pendant un instant. Puis il se dirigea vers la porte, l'arme levée avec l'assurance d'un homme qui avait déjà tué, même si cela faisait des années qu'il n'avait pas eu besoin de le faire. Ruby rangea son arme et concentra toute son attention sur Marco. Le chef de la sécurité était en état de choc, sa respiration était rapide et superficielle, sa peau prenait une teinte grisâtre qui indiquait une perte de sang et des lésions organiques. Lorsqu'elle éloigna sa main de son flanc, du sang épais et sombre jaillit. « C'est grave ?» demanda Marco, même si ses yeux connaissaient déjà la réponse. « Assez grave. » Les mains de Ruby se posèrent sur son gilet tactique, détachant le velcro avec une dextérité insuffisante. « Je dois voir. Ça va faire mal. » Elle retira le gilet et découpa sa chemise avec un couteau à éplucher trouvé sur le comptoir. La blessure était pire qu'elle ne le craignait, une blessure traversante qui avait probablement touché son foie ou sa rate. L'entrée de la blessure était relativement petite, mais la sortie avait déchiré un trou de la taille d'une balle de golf dans son dos. Le sang jaillissait à chaque battement de cœur. Trop de sang se répandait sur le carrelage blanc, formant une mer qui s'élargissait. « Je n'y arrive pas. » La voix de Marco s'affaiblissait. « Je ne sens plus mes jambes. Reste avec moi, Marco. » Ruby était déjà en mouvement, attrapant des torchons dans le tiroir, écartant ceux qui étaient décoratifs pour prendre ceux en coton blanc uni qui se trouvaient en dessous. Elle avait besoin de quelque chose d'absorbant, quelque chose qu'elle pourrait mettre dans la blessure pour créer une pression de l'intérieur. Tommy avait cessé de respirer 2 minutes plus tôt, et elle savait qu'il ne s'en sortirait pas, mais Marco avait encore une chance si elle parvenait à arrêter l'hémorragie suffisamment longtemps pour permettre une véritable intervention médicale. « Ça va faire très mal », l'avertit-elle, avant de commencer à enfoncer des torchons dans la plaie. Marco hurla, son corps se cambrant sur le sol. Ruby le maintint à terre d'une main tandis que de l'autre, elle bourrait la cavité de la plaie avec une efficacité méthodique. Le sang imprégna immédiatement le coton blanc, le teintant de rouge, coulant sur ses mains par pulsations chaudes. Son tablier, déjà éclaboussé par la violence précédente, devint une toile recouverte de projections artérielles. « Respire, Marco. Reste conscient. J'ai besoin que tu restes conscient. » Elle enfonça davantage de serviettes, cherchant la source du saignement, appliquant une pression là où cela serait le plus efficace. Ses mains disparurent dans la cavité de son corps jusqu'aux jointures, cherchant à tâtons le vaisseau endommagé. Le sang continuait de couler. Tant de sang. Il recouvrait complètement ses mains, coulait le long de ses avant-bras, imprégnait le tissu de son uniforme jusqu'à ce que le tablier blanc soit plus rouge que blanc. Elle ressemblait à un boucher, à un personnage de film d'horreur, les bras cramoisis jusqu'aux coudes, mais ses mains étaient fermes. Bon sang. Roman respirait depuis sa position près de la porte, regardant la femme de chambre pratiquer une chirurgie de guerre sur le sol de sa cuisine. « Bon sang, qui êtes-vous? » Ruby ne répondit pas. Elle l'avait trouvé, une déchirure dans ce qui semblait être l'artère splénique. Elle appliqua une pression directe, la maintenant tandis que son autre main tassait davantage de matériel autour de la blessure. Marco avait cessé de crier, la mâchoire serrée, les dents grinçant si fort qu'elle pouvait les entendre. « Restez avec moi », répéta-t-elle plus doucement. « Tu t'en sors bien. Reste avec moi. » Les tirs de suppression à l'extérieur avaient cessé. C'était soit très bon, soit très mauvais. Le sens tactique de Ruby lui criait de bouger,
de prendre une position défensive, mais elle ne pouvait pas lâcher l'artère de Marco. Si elle relâchait la pression maintenant, il se viderait de son sang en moins d'1 minute. Elle était déterminée. La porte de la cuisine explosa vers l'intérieur pour la deuxième fois, la serrure cédant sous un coup de pied. Roman tira 2 fois sauvagement et Ruby entendit quelqu'un grogner et tomber en arrière. Mais il y en aurait d'autres. Il y en avait toujours d'autres. Roman recharge. Elle pouvait entendre la glissière de son Glock se bloquer. Libération du chargeur. Lâche-le. Nouveau chargeur provenant du gilet de Marco. Enfonce-le. À son crédit, Roman bougea sans hésitation, ses mains trouvant les chargeurs de rechange au toucher. Quoi qu'il fût d'autre, c'était un survivant. Dehors, un nouveau bruit trancha le chaos. Des rotors plus graves, des turbines de qualité militaire. La véritable cavalerie était arrivée, mais ils étaient encore à moins de 30 secondes, et dans une cuisine pleine de tueurs. Les mains de Ruby restèrent enfoncées dans la blessure de Marco, retenant sa vie en lui par la pression et la seule force de sa volonté. Son tablier blanc témoignait désormais de la violence qu'elle avait cachée derrière sa soumission et son silence. Le sang continuait de couler, chaud et sans fin, et Ruby continuait de travailler, car c'était ce que faisaient les opérateurs. Ils continuaient de travailler jusqu'à ce que le travail soit terminé ou qu'ils soient morts. Les Blackhawks arrivèrent à basse altitude et à grande vitesse, leur approche masquée par le terrain, jusqu'à ce qu'ils soient pratiquement au-dessus du domaine. Roman les entendit d'abord comme une vibration profonde qui fit vibrer la verrerie restante dans les armoires, puis comme un rugissement tonitruant qui couvrit même les coups de feu à l'extérieur. « Ils ont amené des hélicoptères, dit-il, la voix légèrement cassée. L'homme qui avait survécu 2 décennies dans le monde criminel en étant plus intelligent et plus vicieux que tous les autres, était enfin confronté à quelque chose de plus grand que son empire. « Ils ont amené des hélicoptères militaires pour me tuer. » Ruby ne le corrigea pas. Ses mains étaient toujours à l'intérieur de Marco, maintenant la pression sur l'artère tandis que son esprit calculait les angles et les temps de réponse. 2 Blackhawks ayant jugé par les signatures des rotors. L'effectif standard serait de 12 opérateurs au total contre peut-être 6 tueurs du cartel restant. Le calcul était sur le point de changer radicalement. Mais Roman ne savait pas qu'ils étaient là pour elle. Le premier hélicoptère passa en rugissant directement au-dessus du manoir, si près que le courant descendant fit vibrer les volets cassés. Ruby pouvait entendre le descente rapide par corde, le zip métallique des opérateurs glissant le long du cordon tressé, les bottes frappant le sol en succession rapide. Professionnel, efficace, magnifique. « C'est nous, Roman, dit-il d'un ton neutre. Nous sommes complètement les fédéraux, enfin. » Les coups de feu qui éclatèrent à l'extérieur n'étaient pas les échanges sporadiques d'une fusillade. C'était un massacre mis en musique. Les armes silencieuses faisaient un bruit semblable à celui d'agrafeuses industrielles. Des crachotements métalliques aigus ponctuant les cris et le bruit des corps tombant sur le trottoir. Ruby compta le rythme, les équipes de tir coordonnées, engageant les cibles avec des chambres de tir qui se chevauchaient. Les mercenaires du cartel étaient tombés dans un hachoir à viande actionné par des gens qui avaient perfectionné l'art du combat, rapprochés dans des endroits comme Fallujah et Abbottabad. Le ciel avait duré peut-être 20 secondes. Puis le silence, rompu seulement par le ronronnement des rotors et quelqu'un criant des ordres tactiques en anglais. À gauche, c'est libre. 2 à terre. Déplacement vers le jardin sud. Contact. Un tireur battant en retraite vers la maison principale. Une courte rafale de tir silencieux. Puis la menace neutralisée. Roman fixait la porte. Son Glock volé était levé, mais tremblait légèrement. Il avait bâti son empire sur la violence. Mais celle-ci était d'un autre genre. Clinique, efficace, écrasante. Le genre de violence que les nations employaient lorsqu'elles voulaient effacer des problèmes. Il nettoie les lieux, dit Ruby doucement, tout en continuant à appuyer sur la blessure de Marco. Le chef de la sécurité avait perdu connaissance environ 30 secondes auparavant, mais son pouls était toujours présent sous ses doigts. Faible, mais présent. Ils seront bientôt là. Qui? Roman se tourna vers elle et, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit une véritable peur dans ses yeux. Qui fait venir les Navy SEALs pour un règlement de compte mafieux? Ruby ne répondit pas. Elle écoutait les communications tactiques qui se rapprochaient, les opérateurs se déplaçant dans le manoir avec une précision méthodique.
Ils allaient vérifier chaque pièce, éliminer les menaces, établir la sécurité. Procédure opérationnelle standard pour une extraction de grande valeur dans un environnement hostile. La question était de savoir si Roman serait encore en vie lorsqu'ils entreraient dans cette cuisine. Entrée de la cuisine côté nord. Une voix s'éleva quelque part à proximité. Lecture des signatures thermiques à l'intérieur. Plusieurs corps, au moins un encore mobile. Compris. Approche avec prudence. Peut être hostile. Le doigt de Roman se crispa sur la gâchette, son instinct de survie entrant en conflit avec son sens tactique. S'ils franchissent cette porte, tu mourras. La voix de Ruby coupa court à sa panique avec une certitude absolue. Tu es doué, Roman. Peut-être même excellent selon les normes de la mafia. Mais ces hommes dehors, ils mangent des gens comme toi au petit déjeuner dans des pays dont tu ne sais même pas prononcer le nom. Si tu pointes cette arme sur eux, tu seras mort avant même d'avoir appuyé sur la gâchette. Alors qu'est-ce que je fais? Tu attends, dit Ruby, et tu me laisses m'en occuper. Elle pouvait les entendre maintenant, leurs bottes sur le carrelage, le léger grincement de leur équipement tactique, plusieurs opérateurs se déplaçant dans un silence synchronisé. La porte était encore partiellement bloquée par les corps des hommes du cartel que Ruby avait tués, mais cela ne les ralentirait que de 3 secondes environ. « On entre », annonce une voix, arme prête. « Risque de victimes civiles. » La porte s'ouvrit et 3 silhouettes la franchirent comme une obscurité liquide. Tenue tactique entièrement noire, armes silencieuses, lunettes de vision nocturne montées mais relevées. Ils se sont engouffrés dans la cuisine avec la précision coordonnée de personnes qui s'étaient entraînées ensemble pendant des milliers d'heures, chacun couvrant un secteur différent, leurs mouvements formant un balai mortel. L'arme de l'opérateur en chef a balayé Roman, puis Marco, puis Ruby. Elle était agenouillée dans une mer de sang, son tablier blanc trempé de rouge, les mains enfoncées dans la poitrine d'un homme mourant. Elle ressemblait à un cauchemar, à un personnage sorti d'un film d'horreur, éclairé à contre-jour par les lumières vacillantes de la cuisine. Mais elle ne cherchait pas à attraper une arme. Ses mains étaient occupées à une tâche plus importante. Maintenir un homme en vie. La posture de l'opérateur changea légèrement. Il ne reconnut pas son visage, mais ce qu'elle était en train de faire. Des premiers secours au combat, des soins traumatologiques. Le langage universel des personnes qui ont vu trop de morts. « C'est clair », dit-il en baissant légèrement son arme. « Des civils fournissent une assistance médicale. Un cas critique, un autre ambulatoire. » Son regard balaya les mercenaires morts. Les suspects sont neutralisés. Il semble que les occupants se soient défendus. Les 2 autres opérateurs le dépassèrent pour sécuriser les autres entrées de la cuisine. Professionnel et minutieux. Le chef d'équipe s'approcha, son arme pointée vers le sol, ses yeux scrutant la scène avec la précision analytique de quelqu'un qui lit un rapport tactique post-opérationnel. Il examina la position des corps, les douilles vides, la précision chirurgicale du tir à la tête de Ruby. Puis il regarda Ruby, la regarda vraiment, et elle vit le moment où il la reconnut. Pas son visage, qui n'avait aucune signification pour lui, mais autre chose. La façon dont elle s'était positionnée, l'efficacité tactique des tirs mortels, l'intervention médicale professionnelle, tous les petits détails qui trahissaient une formation militaire pour quelqu'un qui savait où regarder. « Maman », dit-il prudemment, son ton passant de celui d'un commandant tactique à quelque chose qui s'apparentait à de la révérence. « Es-tu blessé? »« Ce n'est pas mon sang, » répondit Ruby, sa voix conservant encore la fausse timidité de sa couverture, mais s'effilochant légèrement. « Cet homme doit être évacué immédiatement. Lésion de l'artère splénique, hémorragie massive. J'ai appliqué une pression, mais il a perdu trop de sang. » Le chef d'équipe activa sa radio. Évacuation médicale vers ma position. Priorité numéro 1, traumatisme critique. Il marqua une pause, puis ajouta « Et que quelqu'un aille chercher le locataire de gauche immédiatement. » Roman regardait Ruby et les opérateurs comme s'il était tombé dans une dimension parallèle. « Quoi? Que se passe-t-il? » Personne ne lui répondit. Car la vraie question n'était pas de savoir ce qui se passait. C'était de savoir qui était réellement Ruby Rain. Et la réponse était sur le point de franchir la porte. Le locataire de gauche entra dans la cuisine comme un prédateur suprême entre n'importe où, avec une confiance absolue et sans aucune hésitation. Il était plus grand que les autres,
plus large d'épaules, avec le genre de présence qui poussait tout le monde dans la pièce à recalibrer son évaluation de la menace. Son équipement tactique était identique à celui de son équipe, mais il le portait comme une seconde peau, comme quelqu'un qui avait passé plus de temps dans des zones de combat qu'au sein de la civilisation. Roman le vit et leva immédiatement les mains. Le Glock pendait à un doigt près de la gâchette, signe universel de reddition. L'arrogance criminelle qu'il avait maintenue s'était finalement effondrée sous le poids de la violence professionnelle. Il était assez intelligent pour savoir quand il avait perdu. « Je ne suis pas armé », dit rapidement Roman. « Je coopère. Tout ce que vous voulez, Le locataire de gauche passa devant lui comme s'il n'existait pas. Il ne passa pas devant lui en le saluant, ni en faisant preuve d'une conscience tactique, mais en l'ignorant complètement, comme quelqu'un qui contourne un meuble. Roman Curara, l'homme qui contrôlait la moitié de l'infrastructure criminelle de l'État, l'homme que les agences fédérales tentaient de faire tomber depuis 15 ans, aurait tout aussi bien pu être du papier peint. L'attention du lieutenant était rivée sur la silhouette ensanglantée, agenouillée sur le sol de la cuisine. Les mains de Ruby étaient toujours enfoncées dans la poitrine de Marco. Ses bras étaient couverts de sang jusqu'au coude. Son tablier blanc était transformé en une toile éclaboussée de sang qui aurait été tout à fait à sa place dans une salle de traumatologie. Ses cheveux s'étaient détachés de leur chignon sévère. Des mèches collaient à son visage, couvertes de sueur et d'éclaboussures de sang. On aurait dit qu'elle s'était battue pour sortir de l'enfer. C'était exactement ce qu'elle était. Le lieutenant s'arrêta à 1 mètre d'elle et se mit au garde à vous. Sa main droite se leva dans un salut si net, si précis, qu'il aurait pu être tiré d'un terrain de parade. Ce geste était incongru dans la cuisine détruite, entouré de cadavres et de l'odeur de la poudre à canon et du sang. « Maman ». Sa voix exprimait le genre de respect réservé aux généraux et aux récipiendaires de la médaille d'honneur. « L'extraction est prête. Vous avez le commandement. » La cuisine devint complètement silencieuse. Ruby ne leva pas immédiatement les yeux. Elle ajustait sa prise sur l'artère de Marco, s'assurant que la pression était maintenue, que le tamponnement tiendrait lorsqu'elle transférerait les soins. Mais lorsqu'elle leva enfin les yeux pour croiser ceux de ses locataires, quelque chose de fondamental changea dans son attitude. La soumise disparut. Elle fut remplacée par quelque chose que Roman n'avait jamais vu auparavant. Une guerrière tellement imprégnée de violence que celle-ci était devenue sa seconde nature. Son regard était froid, analytique, chargé du poids des décisions qui avaient façonné la géopolitique et mis fin à des centaines de vies. « Évaluation des pertes », dit Ruby, sa voix ayant baissé d'une demi-octave, se débarrassant de sa timidité comme un serpent mu. C'était désormais une voix de commandement, du genre à exiger une obéissance immédiate et à l'obtenir. « Cuisine sécurisée, maman. Périmètre de la propriété bouclé. 6 ennemis tués, aucune victime parmi les nôtres. » Le locataire de gauche gardait son salut, attendant son acquiescement. 2 Blackhawks en position, équipe médicale complète à bord également. Nous avons un couloir d'extraction dégagé, mais il se dégrade. Les forces de l'ordre local sont à 7 minutes. Ruby acquiesça d'un signe de tête, analysant la situation tactique avec la rapidité de quelqu'un qui a commandé des opérations sur plusieurs théâtres d'opérations. Ses mains commencèrent le délicat processus de transfert des soins, guidant l'un des médecins qui était apparu dans l'embrasure de la porte à travers les points de pression exacts, l'angle du pansement, l'équilibre précaire qui maintenait Marco en vie. « Cet homme est une priorité médicale, dit-elle. Artère splénique compromise, perte de sang d'environ 2 litres, signe de choc hypoalmique. Il monte dans l'hélicoptère 2 avec l'équipe de traumatologie. Et il y va tout de suite. Oui, madame. » Le médecin prit le relais sans heurts, ses mains remplaçant celles de Ruby avec une efficacité professionnelle. Ruby se leva, retirant ses mains couvertes de sang du corps de Marco. Elle baissa les yeux vers son uniforme de femme de chambre en lambeaux, son tablier plus rouge que blanc, ses bras maculés de sang séché. Pendant un instant, quelque chose passa sur son visage. Du regret peut-être, ou simplement de l'épuisement. Puis elle rendit le salut du lieutenant avec la même précision. « Repos, lieutenant !» Elle baissa la main et s'essuya les paumes sur ce qui restait de son tablier, un geste futile qui ne fit qu'étaler le sang. Rapport de situation sur l'objectif principal. Le colis est en sécurité, maman. Les documents étaient exactement là où tu l'avais indiqué. Les bureaux de l'agence immobilière se trouvent derrière le faux panneau.
Nous avons 6 onglets de documents financiers, des registres de communication et suffisamment de preuves pour démanteler 3 réseaux de trafic et impliquer 14 fonctionnaires en exercice. Il s'autorisa un sourire fantomatique. Excellent travail, commandant, commandant. Le mot resta suspendu dans l'air comme une grenade dont la goupille avait été retirée. Les mains de Roman étaient toujours levées, mais son visage était passé de la confusion à un état situé quelque part entre le choc et l'horreur existentielle. Il fixait Ruby, le commandant Rain, comme si elle venait de se révéler être une espèce complètement différente. Vous, sa voix était étranglée. Vous étiez ici depuis 18 mois. 18 mois dans ma maison, à me servir le dîner, à nettoyer mes sols. Je vous traitais comme une servante. Ruby croisa son regard et il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. Aucun pardon. Oui, c'est vrai. Et je t'ai laissé faire parce que c'est ça, une couverture profonde, Roman. Ça veut dire endurer tout ce qui permet de mener à bien la mission. L'effet d'une pause. Ça veut dire te regarder faire le trafic d'enfants ou de films, t'écouter ordonner des meurtres, te servir du vin pendant que tu planifiais des opérations qui détruisaient des vies, et noter chaque mot. Roman pâlit lorsque la situation dans son ensemble lui apparut enfin clairement. Ce n'était pas une descente. Ce n'était même pas une arrestation. C'était la conclusion d'une opération de renseignement qui se déroulait sous son toit depuis 1 an et demi, menée par quelqu'un qui était tellement au-dessus de lui que c'en était presque drôle. Presque. L'attaque contre les Brata n'était pas fortuite, n'est-ce pas? La voix de Roman était creuse. Tu savais qu'ils allaient venir. Tu m'as utilisé comme appât. Le cartel de fer, corrigea Ruby. Et je ne savais pas qu'ils allaient venir ce soir. C'était un timing malheureux. Elle jeta toutefois un coup d'œil au corps des assaillants qu'elle avait tués. Cela a considérablement accéléré mon extraction. Le lieutenant s'éclaircit la gorge. Maman, nous devons vraiment partir. Les forces de l'ordre local se rapprochent. Et même si nous avons l'autorité juridictionnelle, je préfère éviter la paperasse. Ruby acquiesça, puis regarda Roman une dernière fois. Il était toujours là, les mains en l'air. Un homme dont toute la réalité venait d'être démantelée en l'espace de 20 minutes. Son empire était sur le point de s'effondrer, non pas à cause de gangs rivaux ou de procureurs fédéraux, mais à cause de la femme discrète qui avait nettoyé ses toilettes. Pour ce que ça vaut, dit Ruby, d'une voix plus douce, presque humaine à nouveau. Marco est un homme bien. Il ne mérite pas ce que vous lui avez fait subir. Ah, j'espère qu'il s'en sortira. Puis elle se tourna vers le lieutenant. Rentrons à la maison. Elle se dirigea vers la porte et les agents s'écartèrent pour la laisser passer, leurs armes baissées, dans une posture respectueuse. Le commandant Ruby Rain, toujours vêtu de son uniforme de femme de ménage et couverte de sang, traversa les décombres de la cuisine de Roman Kurara. La tête haute, derrière elle, Roman baissa enfin les mains. Il avait bâti un empire en sachant qui craindre. Il venait d'apprendre qu'il avait vécu avec une légende et qu'il l'avait traité comme un meuble. Ruby franchit la porte de la cuisine et entra dans le grand hall d'entrée, et à chaque pas, la transformation s'achevait. La posture avouée se redressa pour prendre une allure militaire. Les yeux baissés se levèrent pour balayer le paysage tactique d'un regard prédateur. Au moment où elle atteignit le centre du marbre éclaboussé de sang qu'elle avait frotté ce matin-là, Ruby Rain, la femme de chambre, avait complètement cessé d'exister. Le commandant Rain avait pris le relais. « Lieutenant, j'ai besoin d'un aperçu complet des ennemis restantes. » Sa voix résonna dans le hall avec une autorité qui n'appelait pas à l'obéissance. Elle la supposait. « Et que quelqu'un m'apporte une arme qui ne soit pas vide. » L'un des gardes produisit immédiatement une carabine M4 compacte qu'il vérifia avant de la lui remettre. Ruby l'accepta avec l'aisance de quelqu'un qui avait porté des armes similaires dans une douzaine de pays, ses mains effectuant automatiquement les vérifications nécessaires. « 2 ennemis restant confirmés, madame, » rapporta le lieutenant en sortant d'une tablette qui affichait les images thermiques des capteurs du Black Hawk. Tous 2 se sont repliés dans l'aile est au 2e étage. Ils se sont retranchés et couvrent l'escalier principal. Bonne position. Ils peuvent tenir ce couloir indéfiniment contre un assaut frontal. Ruby étudia l'écran pendant 3 secondes. Son esprit superposa ses 18 mois de connaissances domestiques à la situation tactique. Elle connaissait chaque pièce de ce manoir, chaque couloir, chaque entrée de service et chaque passage secret que les propres gardes de Roman avaient probablement oublié.
Ils sont dans la galerie, dit-elle. Roman y conserve sa collection d'œuvres d'art. Murs renforcés, pointe d'entrée limitée. Il pense probablement que c'est défendable. Elle leva les yeux vers le lieutenant. Ce n'est pas le cas. Il y a un ascenseur de service derrière le garde-manger ouest qui donne directement sur la salle de stockage de la galerie. Ils ne le surveilleront pas. Comment savez-vous? Le lieutenant se reprit. Bien sûr qu'elle le savait. Elle avait probablement nettoyé cet ascenseur une centaine de fois. Un mouvement dans l'escalier principal attira l'attention de Ruby. 3 des gardes survivants de Roman descendaient, armes à la main, le visage marqué par la confusion de ceux qui avaient vu leur monde sécurisé exploser. Le chef des gardes, Vincent, qui avait fait des blagues grossières sur l'apparence de Ruby et qui avait un jour renversé son seau de nettoyage pour s'amuser, s'arrêta net lorsqu'il vit les scellés. « Lâchez vos armes !» Le fusil de Vincent se leva, pointé vers l'opérateur le plus proche. Agences fédéraux ou pas, ceci est une propriété privée et baissez vos armes. L'ordre de Ruby fendit l'air comme un coup de fouet. Vincent tourna brusquement la tête vers l'eau, les yeux écarquillés, essayant de concilier le sang qui imprégnait le sol avec la femme qui donnait des ordres aux Navy SEALs. Son fusil vacilla, l'incertitude se lisant sur son visage. « Ruby, qu'est-ce que je dois faire? Baissez mon arme, Vincent. » La voix de Ruby devint froide et meurtrière. « Tu as 2 choix. Tu peux baisser ton arme et suivre mes ordres, ou tu peux découvrir ce qui arrive quand on pointe un fusil sur une équipe des Navy SEALs. Spoiler, ça se termine par ta mère recevant un drapeau plié. » La certitude désinvolte dans sa voix, la confiance absolue qu'elle pouvait mettre sa menace à exécution, firent que l'instinct de survie de Vincent prit le dessus sur sa confusion. Le fusil s'abaissa. Bien joué. Ruby reporta son attention sur la situation tactique, son esprit ayant déjà 3 coups d'avance. « Vincent, vous avez 2 ennemis coincés dans la galerie de l'aile est. Combien d'autres gardes avez-vous à votre disposition? » 3, peut-être 4. Vincent semblait avoir le cerveau en court-circuit. « Ruby, je ne comprends pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous devez suivre les ordres. » Ruby désigna le locataire de gauche. « Voici le lieutenant Morrison. Tu vas coordonner avec lui. Utilise ta connaissance des systèmes de sécurité du domaine à notre avantage. Peux-tu accéder aux commandes environnementales de la galerie depuis ici? » Vincent acquiesça bêtement. « Oui, tout le système passe par le bureau principal de sécurité. Ben, lieutenant, je veux un tir de suppression sur cet escalier. Assez pour les coincer, mais pas assez pour les rendre désespérés. Vincent, vous allez couper les lumières dans l'aile est et remplir le système de climatisation de fumée. Nous allons leur faire croire que nous arrivons par l'avant alors que nous les attaquerons par derrière. » Elle se déplaçait maintenant, se dirigeant déjà vers le couloir ouest. Le M4 était tenu en position basse, prêt à tirer. « Je vais prendre 2 opérateurs et utiliser la voie de service. Donnez-nous 90 secondes pour nous mettre en position, puis commencez votre diversion. » Maman. La voix du lieutenant trahissait une certaine inquiétude. « Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes sous couverture depuis 18 mois. Laissez peut-être l'équipe s'occuper de l'intrusion pendant que vous coordonnez les opérations. » Ruby s'arrêta et se retourna vers lui. Son expression n'était pas de la colère. C'était la tolérance patiente d'un enseignant corrigeant un élève qui devrait savoir mieux. « Lieutenant Morrison, combien de victimes avez-vous confirmées? »« Maman, je ne pense pas que ce soit drôle. » Morrison se redressa légèrement. « 37 confirmés, maman. » Le sourire de Ruby était froid. « J'ai arrêté de compter à 200. Maintenant, choisis 2 de tes meilleurs éléments et essaie de suivre le rythme. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle se déplaçait déjà dans le manoir avec l'assurance de quelqu'un qui connaît chaque recoin et chaque ombre. 2 agents la suivaient, des hommes plus jeunes, dotés de l'efficacité avide des opérateurs qui cherchent encore à se faire un nom. Derrière eux, Vincent retrouva enfin la parole. Que vient-il de se passer? Ce que Morrison a dit, en regardant le commandant Rain disparaître dans le couloir des domestiques, c'est à cela que ressemble un véritable opérateur. Maintenant, apportez-moi ces lumières. Ruby se déplaçait dans les passages étroits avec une grâce fluide, le M4 suivant ses yeux, sa respiration contrôlée. Les 2 opérateurs derrière elle maintenaient un espacement tactique parfait, mais elle pouvait sentir leur évaluation, observant si le commandant de bureau pouvait encore se déplacer comme un tireur. Elle allait leur montrer.
L'ascenseur de service montait silencieusement, mais son mécanisme était entretenu avec le même souci du détail qui avait caractérisé toute sa couverture. Lorsqu'il s'arrêta au deuxième étage, Ruby leva le poing fermé, le signal universel pour s'arrêter. À travers le mur étouffé par les couches de placoplâtre et d'isolant, elle pouvait entendre les deux ennemis. Ils parlaient russe, leur voix était tendue mais confiante. Ils pensaient être en sécurité. Ils pensaient que le plus dur était passé. Ils allaient bientôt découvrir ce qui arrivait quand on s'attaquait à une opération que Ruby Rain avait mis 18 mois à mettre en place. Les lumières de tout le manoir s'éteignirent, plongeant tout dans l'obscurité. Un instant plus tard, de la fumée commença à s'échapper des bouches d'aération. Ruby sourit dans le noir. Enfoncement dans 10 secondes, murmura-t-elle. Rapide et propre. Pas de survivants. Parce que c'est ce que font les légendes. Elles finissent le travail. Je vous le rappelle encore une fois, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes pas abonné, vous passez à côté de quelque chose. Les deux ennemis dans la galerie moururent rapidement et silencieusement, leur confiance anéantie par la charge explosive de Ruby. Elle nettoya la pièce avec une précision mécanique, abattant les deux cibles avant qu'elles ne puissent passer de la position défensive à l'attaque. Les agents derrière elle eurent à peine le temps de repérer leur cible avant que tout ne soit terminé. « C'est bon », annonça Ruby, qui se dirigeait déjà vers l'entrée principale de la galerie. À travers la fumée et l'obscurité, elle pouvait entendre l'équipe de Morrison remonter l'escalier principal, la diversion ayant rempli son rôle. Mais le sens tactique de Ruby, aiguisé par une douzaine de zones de guerre et d'innombrables opérations, lui criait que quelque chose n'allait pas. Elle appuya sur la radio qu'elle avait prise à l'un des opérateurs. Morrison état de la sécurité du périmètre. Verrouillez tout, maman. Rien ne bouge sur les images thermiques, sauf... Il s'interrompit et Ruby entendit son ton changer. Oublie ça. Une seule signature thermique s'approche de l'entrée principale à pied. Posture confiante, aucune arme visible. Ruby courait déjà, ses bottes silencieuses sur la moquette qu'elle avait aspirée d'innombrables fois. Elle savait de quoi il s'agissait. Elle l'avait déjà vu à Mogadiscio, à Ramadan, dans une demi-douzaine de villes dont les noms étaient encore classés secrets. L'assaut tactique avait échoué, ce qui signifiait que le cartel passait à son plan de secours, la décapitation. Envoyer le meilleur d'entre eux, l'opérateur qui valait 10 soldats normaux, et le laisser terminer le travail personnellement. Elle se précipita dans l'escalier principal, montant les marches 3 par 3, le M4 désormais en bandoulière, car elle savait comment cela allait se terminer. Le grand hall d'entrée s'ouvrit devant elle. 2 étages de marbre et de cristal qui représentaient tout ce que Roman Curara pensait le rendre puissant. Ruby en avait poli chaque centimètre carré, l'avait fait briller comme un temple dédié à l'excès criminel. Maintenant, elle allait le peindre en rouge. Les portes d'entrée étaient ouvertes, arrachées de leurs gonds par les charges explosives utilisées plus tôt. À travers elles, un homme marchait, incarnant la violence sous forme humaine. Il était grand, large d'épaules, vêtu de vêtements civils qui ne parvenaient pas tout à fait à cacher l'équipement tactique qu'il portait en dessous. Mais c'étaient ses yeux qui en disaient long. Fades, sans émotion, les yeux de quelqu'un qui avait fait cela tant de fois que c'était devenu une routine. Il vit Ruby et sourit. La célèbre commandante Rain, son anglais était teinté d'un fort accent tchétchène. Il disait que vous vous cachiez ici comme une souris. Je leur ai répondu, non, le spectre ne se cache pas, il chasse. Il écarta les bras, dans un geste de bienvenue moqueur. Alors, nous avons envoyé des loups pour trouver le loup, et vous voilà. Ruby descendit lentement les dernières marches, les mains visibles et vides. Derrière elle, elle pouvait entendre les scouts prendre position, mais elle leva une main dans un geste qui signifiait « Attendez ». C'était à elle de jouer. « Vous avez un nom ?» demanda Ruby d'une voix conversationnelle, tandis qu'elle traversait le marbre qu'elle avait frotté à 4 pattes. « Dimitri Voulov », répondit-il avec fierté. Ancien membre du groupe Alpha Spetsnaz, 16 ans à combattre les chiens de l'OTAN dans des endroits dont vous, les Américains, prétendez qu'ils n'existent pas. Son sourire s'élargit. J'ai entendu des histoires à ton sujet, Kandahar, la maison sécurisée à Karach, ce que tu as fait en Biélorussie qui a fait se réveiller des hommes adultes en hurlant. Alors tu sais comment ça va finir. L'un de nous deux va mourir ce soir. Les mains de Dimitri se posèrent sur ses hanches, adoptant une posture de combat
qui trahissait un entraînement au système et une application dans le monde réel. Mais je pense que ta réputation est peut-être plus grande que la réalité. Peut-être n'es-tu qu'une femme qui joue à se déguiser en soldat. Ruby s'arrêta à 5 mètres de lui, son langage corporel détendu, mais son poids équilibré. Dernière chance de partir, Dimitri. Je ne pars pas. Moi non plus. Dimitri fit le premier pas, comblant la distance avec la vitesse explosive d'un combattant entraîné. Sa combinaison d'ouverture était digne d'un manuel, avec des frappes fluides conçues pour submerger l'adversaire par une pression constante et des angles imprévisibles. Il était bon, voire excellent selon les normes conventionnelles, mais Ruby Rain n'était pas restée en vie dans les pires endroits du monde en étant conventionnelle. Elle esquiva sa première frappe de quelques millimètres, redirigea la deuxième avec une subtile déviation du poignet qui utilisa son élan contre lui, et lorsqu'il s'engagea dans une troisième frappe, un coup de coude potentiellement dévastateur, elle était déjà à l'intérieur de sa garde. L'environnement racontait la suite des événements. Ruby avait passé 18 mois à apprendre chaque surface, chaque angle, chaque arme potentielle de ce manoir. Elle connaissait la hauteur exacte de la table d'appoint décorée à sa gauche, savait que l'horrible sculpture en bronze de Roman était précisément lestée pour servir de point d'appui. Elle utilisa l'élan de Dimitri pour le repousser en arrière contre la table. Son genou se plia contre le bord dur, pas cassé, mais compromis. Elle arracha la sculpture de son socle et brandit ce poids de 5,5 kg d'or nouveau dans un arc serré qui s'abattit sur la tempe de Dimitri. Le Russe leva le bras à temps pour le bloquer partiellement, mais le choc le fit vaciller. Ruby ne lui laissa pas le temps de récupérer. Elle lâcha la sculpture et passa au combat rapproché. Ses coups visaient les articulations et les faisceaux nerveux avec une précision chirurgicale. Dimitri était coriace, elle lui accordait cela. Il encaissait des coups qui auraient mis la plupart des hommes à terre et continuait à se battre. Son entraînement et son expérience le rendaient dangereux, même si le sang coulait d'une entaille au-dessus de son œil. Mais Ruby combattait des hommes comme lui depuis avant qu'il ne s'engage. Elle avait survécu à Kandahar en étant plus rapide, plus intelligente et plus disposée à faire tout ce qu'il fallait pour gagner. Elle n'essayait pas de le battre dans un combat loyal. Elle essayait de l'achever. L'occasion se présenta lorsque Dimitri lança un coup désespéré, se penchant trop en avant. Ruby esquiva le coup, se glissa à l'intérieur de sa garde et enfonça son coude dans ses côtes flottantes avec suffisamment de force pour briser l'os. Il haleta, son corps le trahissant pendant une fraction de seconde. C'était tout ce dont elle avait besoin. La main de Ruby trouva le couteau rangé dans le creux du dos de Dimitri, sa propre arme, ce qui rendait la justice poétique. Elle le tira d'un mouvement fluide et le planta vers le haut entre ses côtes, à l'angle précis pour atteindre son cœur. Les yeux de Dimitri s'écarquillèrent, le choc remplaçant sa confiance professionnelle. Il essaya de parler, mais du sang jaillit de ses lèvres à la place des mots. « Tu es doué », dit Ruby doucement, soutenant son poids alors qu'il s'effondrait. « Ah, mais être doué ne suffit pas quand on chasse des légendes. » Elle le déposa sur le sol en marbre. Le même sol qu'elle avait nettoyé 100 fois, désormais taché du sang de l'homme envoyé pour la tuer. Autour du hall d'entrée, les gardes maintenaient leur position, armes à la main, mais inutiles. Le combat avait duré peut-être 20 secondes. Ruby se redressa, essuya la lame sur son tablier en lambeaux avant de la laisser tomber à côté du corps de Dimitri. Elle leva les yeux vers Morrison, qui la regardait avec quelque chose qui s'apparentait à de la crainte. « La situation est claire, dit-elle, le souffle à peine accéléré. Emmenons Marco à l'infirmerie et préparons-nous à l'extraction. Nous avons terminé ici. » Morrison acquiesça lentement. « Maman, c'est ce que 18 mois passés à nettoyer des sols t'ont apporté. » Ruby l'interrompit. « Une connaissance parfaite de ton environnement et une très mauvaise attitude envers les personnes qui sous-estiment l'aide. » Elle passa devant le corps de Dimitri sans y jeter un second regard, se dirigeant vers la cuisine où Marco était en train d'être stabilisé. Derrière elle, le grand hall d'entrée du domaine Kurara témoignait de la vérité que Roman avait apprise trop tard. L'arme la plus dangereuse dans une pièce n'est ni le pistolet, ni le couteau. C'est la personne que tout le monde ignore. La fumée se dissipait lorsque Ruby traversa la cuisine une dernière fois. Les médecins avaient stabilisé Marco sur une civière, avec des perfusions, ses signes vitaux faibles mais présents. Il survivrait probablement.
Cette pensée lui procura plus de satisfaction qu'elle n'aurait dû. Il avait été complice de l'empire de Roman, avait fermé les yeux sur des horreurs qui la hantraient pendant des années, mais il avait aussi été gentil avec elle à sa manière, d'un signe de tête en guise de reconnaissance, d'un merci discret lorsqu'elle lui apportait son café pendant les longues nuits. Dans ce métier, on apprenait à apprécier les petites attentions. Roman était toujours dans la cuisine, assis par terre, le dos appuyé contre le réfrigérateur industriel, l'air d'un homme qui venait de voir toute sa vision du monde s'effondrer en temps réel. Son costume coûteux était ruiné, déchiré et taché par les traces de la violence. Ses mains tremblaient légèrement, sous l'effet de la chute d'adrénaline, probablement mêlée au traumatisme psychologique de réaliser qu'il avait vécu avec un prédateur pendant 18 mois. Ruby passa devant lui pour se diriger vers le comptoir, où le dîner officiel de la soirée était encore à moitié terminé, monument absurde à la normalité qui existait encore 1 heure auparavant. Parmi les assiettes éparpillées et les verres à vin renversés, Aishi trouva ce qu'elle cherchait, l'une des précieuses serviettes en soie de Roman, importée de Milan, brodée de ses initiales en fil d'or. Il lui avait déjà crié dessus pendant 20 minutes parce qu'elle en avait utilisé une pour nettoyer une petite tache de vin. Elle la ramassa avec ses mains couvertes de sang, qui tachèrent immédiatement la soie blanche immaculée. Roman la regardait, les yeux rivés sur la profanation délibérée d'un objet qui lui était cher. « Elle est à toi », conclut Ruby en s'essuyant soigneusement les mains, en frottant le sang dans le tissu coûteux avec une précision méthodique. « Je sais. » J'en ai lavé 100. Elle laissa tomber la serviette ruinée sur le comptoir. Considérez-la comme un souvenir. Les hauteurs du Black Hawk tournaient à l'extérieur, le bruit s'amplifiant jusqu'à devenir ce grondement caractéristique qui signifiait qu'il était temps de partir. Ruby pouvait le voir à travers les fenêtres brisées, une forme sombre se découpant sur le ciel nocturne, son moyen de transport pour rentrer chez elle après les 18 mois les plus longs de sa carrière. Morrison apparut dans l'embrasure de la porte. « Madame, l'hélicoptère est prêt. Nous devons décoller avant l'arrivée de la police locale. Le liaison fédéral fait déjà diversion, mais notre fenêtre se referme. » Ruby acquiesça, puis marqua une pause. Il y avait quelque chose d'inachevé ici, un besoin de marquer correctement la fin de ce chapitre. Elle se retourna vers Roman, qui luttait pour se relever, s'appuyant sur le réfrigérateur. Il la regarda vraiment, pour la première fois peut-être depuis qu'elle était arrivée dans son domaine. Pas la femme de ménage, pas la servante, mais la femme qui avait démantelé sa sécurité, lui avait sauvé la vie et transformé son manoir en cimetière pour ceux qui étaient venus le tuer. « Qui êtes-vous » Sa voix était rauque, dépourvue de son arrogance habituelle. « Vraiment, pas Ruby Rain. Ce n'est pas un vrai nom. Qui êtes-vous » Ruby réfléchit à la question, pesant la sécurité opérationnelle contre l'impulsion humaine d'être connue, d'être vue. Elle avait passé 18 mois à être invisible, 18 mois à ravaler sa fierté et son identité, 18 mois à être moins que ce qu'elle était. Peut-être se devait-elle la vérité, même si Roman ne la méritait pas. Commandante Ruby Rain, groupe de développement des opérations spéciales navales. Elle le dit calmement, sans fierté ni vantardise, simplement en énonçant un fait. Le spectre, si vous croyez les histoires, et avant que vous ne posiez la question, oui, Kandahar était réel, Karachi était réel. La Biélorussie était réelle. Tout était réel. Le visage de Roman passa par plusieurs expressions avant de s'arrêter sur quelque chose entre la peur et un respect réticent. Et le truc de la femme de ménage, l'opération d'infiltration, 18 mois de documentation, de collecte de renseignements, et je t'ai regardé bâtir un empire criminel pendant que je nettoyais tes toilettes. Elle sourit, mais sans chaleur. Tu m'as facilité la tâche, honnêtement. Tu parlais de tout devant moi parce que tu ne croyais sincèrement pas que les domestiques étaient de vraies personnes. Les dossiers que tu as pris, tout. Ruby l'interrompit. Les registres financiers, les communications, les détails opérationnels, suffisamment pour faire tomber votre organisation et une douzaine d'autres. Le FBI sera là dans moins d'1 heure et ils auront une carte routière très détaillée de tous les endroits où vous êtes allés et de toutes les personnes que vous avez corrompues. Elle fit une pause. « Vous êtes fini, Roman. » Il absorba cela avec l'acceptation stupéfaite d'un homme qui n'avait plus d'option. « Pourquoi me sauver? Si vous allez me faire tomber de toute façon,
Pourquoi ne pas simplement les laisser me tuer? C'était une question légitime. Ruby s'était posé la même question au moment où elle l'avait plaqué hors de la ligne de tir du sniper. Parce que je ne suis pas une bourreau, répondit-elle finalement, et parce que votre mort aurait été trop facile. Vous allez devoir vivre avec ce qui va suivre. Les procès, les témoignages, voir tout ce que vous avez construit être détruit pièce par pièce. Tu passeras le reste de ta vie dans une prison fédérale, sachant que c'est à cause de la femme de ménage discrète que tu as raillé que tu es là. Les moteurs du Black Hawk tournaient à plein régime, leur bruit exigeant son attention. Ruby se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna une dernière fois. Au fait, les codes nucléaires, ceux que tu ne savais pas avoir dans cette cargaison en provenance d'Odessa, nous les avons aussi. Donc, en plus d'avoir ruiné votre vie et la nôtre, vous avez aussi accidentellement contribué à empêcher un incident nucléaire potentiel. Elle haussa les épaules. De rien, je suppose. La bouche de Roman bougeait sans émettre de son, son esprit essayant d'assimiler une nouvelle révélation. Ruby n'attendit pas de réponse. Elle franchit la porte de la cuisine et sortit dans le jardin, ses bottes craquant sur les morceaux de verre brisés et les douilles vides. Le Black Hawk était posé sur la pelouse impeccable de Roman, ses rotors transformant l'herbe soigneusement entretenue en un tourbillon chaotique. Les Navy Seals avaient déjà embarqué Marco et l'attendaient, professionnels et prêts à partir. « Madame » appela Roman derrière elle d'une voix rugissante et désespérée. « Qui êtes-vous vraiment » Ruby s'arrêta à la porte de l'hélicoptère et regarda la demeure, les fenêtres brisées et les murs criblés d'impacts de balles. L'homme debout à l'entrée de son empire en ruine. Elle sourit. « Juste une employée », répondit-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bruit des rotors. Puis elle monta dans le Black Hawk, suivi de Morrison. Le chef d'équipage ferma la porte, la coupant définitivement de Roman Carrara et de son monde. À travers la fenêtre, elle pouvait le voir debout, sa petite silhouette devenant de plus en plus petite à mesure que l'hélicoptère décollait. Le domaine s'éloignait sous leurs pieds, les jardins qu'elle avait entretenus, les sols qu'elle avait récurés, le manoir où elle avait été invisible pendant 18 mois. Ruby regarda tout cela disparaître dans l'obscurité, sentant enfin le poids de l'opération se lever de ses épaules. « Beau travail, maman », dit Morrison dans le micro interne. « 18 mois, c'est long pour rester sous couverture. » Ruby appuya sa tête contre la cloison, épuisée maintenant que l'adrénaline commençait à retomber. C'était nécessaire. Mais cela en valait-il la peine? Elle y réfléchit, pensant aux enfants dont ils avaient documenté les itinéraires de trafic, à la corruption qu'ils avaient dénoncée, aux matières nucléaires qu'ils avaient interceptées. Elle pensa au prix à payer, aux aspects de sa personnalité qu'elle avait dû réprimer, aux humiliations quotidiennes qu'elle avait endurées. « Repose-moi la question dans quelques années, » dit Ruby doucement. Le Black Hawk vira vers l'est, s'élevant dans le ciel nocturne, emportant le commandant Ruby Rain loin des 18 mois les plus longs de sa vie. En dessous, elle pouvait voir les gyrophares des voitures de police converger vers le domaine de Carrara, arrivant pour trouver un baron du crime et une histoire qu'il ne pourrait jamais raconter entièrement. Car qui croirait que sa chute venait de la femme discrète qui avait frotté ses sols? Qui croirait que les légendes se cachent parfois à la vue de tous, vêtues d'un tablier et portant un seau à serpillière? Ruby ferma les yeux et laissa les vibrations de l'hélicoptère le bercer vers quelque chose qui ressemblait à la paix. Le spectre rentrait chez lui. Roman se tenait debout dans les ruines de son domaine, alors que l'aube se levait à l'horizon, peignant la dévastation de nuances dorées et cramoisies. Les agents fédéraux envahissaient désormais chaque pièce, répertoriant les preuves, photographiant les corps, démantelant son empire un document saisi à la fois. Il avait appelé son avocat. Cela n'avait servi à rien. Dans le bureau administratif, à peine touché par la violence qui avait consumé le reste du manoir, Roman trouva le classeur où il conservait les dossiers du personnel. Ses mains étaient plus fermes maintenant, le choc s'étant transformé en quelque chose de plus dur, de plus supportable, et il ouvrit le tiroir intitulé « Personnel domestique » et le parcourut jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Rain, Ruby, femme de chambre, embauchée il y a 18 mois. Il ouvrit le dossier. La première page était sa demande d'emploi, parfaitement banale, des références qu'il n'avait jamais pris la peine de vérifier, un parcours qui semblait sans particularité précisément parce qu'il avait été conçu pour l'être.
Mais à mesure qu'il tournait les pages, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi qui aurait dû l'alerter, les documents se faisaient de plus en plus rares. Puis, il s'arrêtait complètement. Des sections entières manquaient. Son parcours professionnel précédent avait été expurgé. Son parcours scolaire avait été expurgé. Même ses coordonnées en cas d'urgence avaient été noircies avec une telle minutie que même son numéro de téléphone n'était plus visible. La dernière page comportait une seule ligne tamponnée à l'encre rouge. Accès classifié interdit. Directive 5240.1 du ministère de la Défense. Roman la fixa du regard et la dernière pièce du puzzle se mit en place. Il avait vécu avec un agent du ministère de la Défense, et pas n'importe quel agent, mais quelqu'un d'assez important pour justifier des protocoles de classification qui remplaçaient les vérifications d'antécédents normales et qui pouvaient infiltrer son organisation avec des documents si parfaits qu'ils avaient trompé son chef de la sécurité. Il avait vécu avec une légende et l'avait traité comme un meuble. Vincent apparut dans l'embrasure de la porte, le visage hagard. « Patron, les fédéraux veulent qu'on ne parle plus jamais d'elle. » La voix de Roman était calme, mais catégorique. La femme de chambre, Ruby, quel que soit son vrai nom. « Nous ne parlerons plus jamais d'elle, ni aux fédéraux, ni entre nous, ni à personne. » Compris? Vincent acquiesça lentement, reconnaissant le ton, et ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de bien plus primitif. C'était de la peur. Roman ferma le dossier et le glissa dans sa veste. Que les agents fédéraux aient tout le reste, les registres financiers, les communications, les preuves de son empire. Il garderait cela. Un rappel que les ennemis les plus dangereux étaient ceux que l'on ne voyait jamais venir. Ceux qui souriaient et disaient « Oui, monsieur », tout en planifiant votre destruction. Ceux qui nettoyaient vos sols et écoutaient chaque mot. Par la fenêtre, Roman pouvait voir le dernier des Blackhawks disparaître dans le ciel matinal, emportant avec lui le fantôme qui hantait son manoir depuis 18 mois. Le commandant Ruby Rain, le spectre, juste l'aide ménagère. Une semaine plus tard, Roman se tenait dans son bureau, la seule pièce que la saisie fédérale n'avait pas encore touchée. Les réparations avaient été rapides, efficaces, effaçant complètement les preuves matérielles de cette nuit-là. Mais certaines choses ne pouvaient être réparées. Il regarda le coin où Ruby avait l'habitude de s'agenouiller pour frotter les plaintes qu'il exigeait de voir impeccables. Il était passé devant cet endroit 1000 fois sans jamais croiser son regard, sans jamais la voir comme autre chose qu'une fonction. Le silence dans la pièce n'était plus ennuyeux. Il était lourd de fantômes. Roman Kurara avait appris à ses dépens que le silence n'était pas une faiblesse. Dans le monde de la stratégie tactique, il existe un concept connu sous le nom d'homme gris. L'art de se fondre si parfaitement dans le décor que l'on devient invisible. Ruby n'a pas survécu parce qu'elle était la plus bruyante de la pièce. Elle a survécu parce qu'elle était la plus observatrice. L'histoire de la femme de chambre et du gangster nous enseigne une leçon essentielle sur la conscience situationnelle et l'humilité. Ne sous-estimez jamais quelqu'un en fonction de sa position sociale. La personne que vous ignorez aujourd'hui pourrait être la seule capable de vous sauver demain. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'afficher. Il attend simplement. Roman avait toujours son domaine, même si les accusations fédérales allaient probablement le lui prendre aussi. Il avait toujours sa réputation, même si elle était désormais synonyme de l'homme qui avait été infiltré pendant 18 mois par une femme de chambre. Mais il avait perdu la seule personne qui lui était vraiment loyale. Loyale non pas envers lui, mais envers quelque chose de plus grand. Cela valait-il la peine de satisfaire son ego? Le coin vide ne lui apportait aucune réponse, seulement le silence.